Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités. Nous parlons à présent du Niger. L'UA réclame toujours un retour à l'ordre constitutionnel. Lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organisation a décidé de reprendre en main la situation au Niger, constatant que les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas pu vraiment engager le dialogue pour permettre de sortir le Niger de sa situation dans laquelle elle se trouve depuis le 26 juillet, date du coup d'État qui a renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris un certain nombre de dispositions dans la demande de retour à l'ordre constitutionnel qui passera également par la nomination d'un émissaire de l'UA auprès du Niger pour engager les discussions. Je m'en vais vous lire quelques parties de la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Nous allons lancer donc les débats. L'Union africaine se déclare profondément préoccupée par l'absence d'un calendrier clair, pratique et assorti d'échéances précises pour la mise en œuvre du processus de transition au Niger, notamment en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national et d'élections afin de faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel et le transfert du pouvoir à un gouvernement dirigé par des civils. À cet égard, demande aux autorités de la transition d'adopter un calendrier pratique et assorti d'échéances précises pour la mise en œuvre du plan de transition. Au cinquième point, cela est dit, réitère sa demande de libération immédiate sans condition de son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, et de tous les autres détenus, ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux, y compris la protection de leur santé et de leur intégrité physique. Demande à la commission de l'UA de nommer rapidement un représentant de haut niveau pour le Niger et de dépêcher une mission de haut niveau au Niger afin de déterminer les besoins du gouvernement de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'institutions transitoires pour superviser la transition ainsi que d'aider le gouvernement de transition à œuvrer à l'organisation d'un dialogue national en vue d'une paix durable dans le pays et souligne l'importance pour le représentant de haut niveau de travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO et de tenir le Conseil régulièrement informé de l'évolution de la situation. C'est une résolution à plusieurs points. Voilà quelques points clés que je m'en vais vous lire pour lancer les débats. Alors, je commence par vous, bon enfant Agbouvi. Pensez-vous qu'avec cette résolution, on pourrait parler d'un camouflet pour la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'est pas dans la logique de l'envoi peut-être d'un émissaire qui va aller discuter. C'est vrai, la CEDEAO a parlé de discussions, mais pas à ce niveau comme le prévoit l'Union africaine. La CEDEAO n'est pas, en tout cas pour le moment, dans une logique de consensus pour déterminer un chronogramme de transition pour la CEDEAO. Il faut obliger les militaires à quitter le pouvoir. Pensez-vous que l'Union africaine inflige un camouflet à la CEDEAO dans ce sens? Justement. Mais je voudrais dire que, vous savez, le coup d'État qui s'est passé au Niger, je crois que ça a tellement fait mal à certains pays que jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'avant le Niger, il y avait eu des coups d'État. Avant le Niger, il y avait eu d'autres coups d'État. Et la CEDEAO n'a pas coopéré, mais avait une position modérée et qui avait permis que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Mamadi Doumbouya, et Damiba, entre-temps devenu Ibrahim Traoré. Même la CEDEAO avait légitimé le coup d'État de Traoré. Parce que entre Traoré. Non, je disais. Non, ce que je dis, ce que la CEDEAO avait dit lorsqu'il y avait le coup d'État qui précédait celui de Traoré, la CEDEAO n'était pas encore dans cette posture. C'est pourquoi moi je dis que la CEDEAO était pour le coup d'État de Traoré. Mais la coopération dont il avait s'agit entre la CEDEAO et ces trois pays n'était plus le cas au niveau du Niger. Pourquoi? Et maintenant, lui a vu que la CEDEAO, la position de la CEDEAO a mis au chaos tout ce qui devrait en réalité se passer pour un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, si l'Union africaine parle de retour à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qu'on veut faire allusion à quoi? C'est ramener Bazoum
ou Non, je viens de vouloir... lire Oui, dispositions non, tout à l'heure. je suis en train de parler. Ou, carrément, c'est ce que la CEDEAO voulait. Ramener Bazoum, ce qui a été impossible. Et ça a été dit par un président, un ex-président africain. Et Laurent Gbagbo, c'est impossible. Il a dit, on te ment, ça ne peut pas être possible. Maintenant, lui, en circonscrivant tout le problème, a voulu adopter maintenant une autre stratégie qui consiste à nommer des gens pour venir discuter avec la junte au pouvoir et pour voir ce qu'on pourrait faire pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, lequel consisterait à faire quoi? À dresser un calendrier conséquent, à organiser une élection pour le retour d'un civil au pouvoir. Mais on a dit quelque part de libérer Bazoum avec sa famille et de le mettre en état. Présentement, je ne crois pas que ça peut être possible, puisque c'est la détention de Bazoum qui est la force aussi présentement de la junte. Sinon, quand la CEDEAO menace, on viendra vous déloger, on viendra faire, etc. Mais à Lomé, la fois passée, je crois que c'est à Lomé, lors de la conférence, là, oui, l'émissaire, il a dit quoi? Mais quand vous faites ça, vous précipitez la mort de Bazoum. Parce que c'est Bazoum, ça dit qu'un pays qui va tenter agresser le Niger verra Bazoum mort. Maintenant, si l'Union africaine veut prendre la chose à bras le corps et passer par des stratégies normales pour faire revenir la junte qui est au pouvoir maintenant a raison, pour qu'un calendrier soit déterminé, pour une élection paisible, amenant un civil au pouvoir. Je ne peux que me féliciter de cette sortie de l'Union européenne. Merci beaucoup. Et de l'Union africaine plutôt. Voilà, justement. Germain Pouli, l'Union africaine inflige-t-elle un camouflet à la CEDEAO en prenant une telle disposition, nommer un représentant de haut niveau auprès des dirigeants du Niger, envisager un calendrier de transition pour un retour à l'ordre civil, pour un retour à l'ordre constitutionnel? Pensez-vous qu'il s'agit d'un camouflet? Non, il ne s'agit pas d'un camouflet, il s'agit juste de s'inscrire un peu dans la logique américaine. Vous savez que tout cela arrive après que les États-Unis aient finalement reconnu qu'il y a eu un coup d'État et ont décidé de suspendre leur coopération avec cette ouverture que s'il y a des signaux vers la normalisation et l'organisation de la transition, la coopération pourrait revenir. Donc voilà, ça veut dire que les Américains, c'est plutôt eux qui ont donné un camouflet à la CEDEAO et aux puissances européennes, notamment la France, qui soutenait la CEDEAO dans cette logique. Quoi qu'en interne, on savait déjà que plusieurs pays, par les pressions populaires en interne, n'étaient plus intéressés par cette option d'intervenir au Niger. Maintenant, l'Union africaine vient proposer un accompagnement à la junte pour l'aider en nommant donc un représentant spécial à qui elle demande justement de travailler avec la CEDEAO parce qu'elle sait que le Niger est membre de la CEDEAO et la CEDEAO est beaucoup plus active que l'Union africaine. On a vu un peu dans le cas du Tchad tout à l'heure, il a fallu que ce soit la communauté économique qui puisse à négocier le retour donc, de succès Masra donc, au Tchad. Donc ici, c'est à la CEDEAO de le faire au Niger, sauf que la CEDEAO s'est mise elle-même en difficulté très tôt en faisant le choix d'une option militaire qui était pratiquement impossible. Je ne sais pas sur quelle base, peut-être que la CEDEAO comptait à l'époque sur la France ou les États-Unis pour l'aider à intervenir militairement, mais on n'a pas compris pourquoi le président ouest-africain, à quelques rares exceptions près, ont choisi cette option. Donc à partir du moment où l'option-là ne marche pas, la CEDEAO n'a pas le courage de dire que on l'a abandonné. Maintenant, on veut accompagner la transition. Donc l'Union africaine, aujourd'hui, revient aider la CEDEAO, vient la remettre en selle, si on peut le dire, pour dire, nous on attend que vos initiatives pour que notre représentant travaille avec vous pour normaliser la situation au Niger. Et en passant, il faut saluer quand même la rencontre qui a eu lieu à Lomé sur la paix et la sécurité en Afrique, où la plupart de ces militaires qui sont arrivés au pouvoir ont pu envoyer leurs représentants expliquer un peu ce qu'ils comptent faire. Parce qu'en réalité, on ne peut pas amener quelqu'un à changer des choses
s'il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Vous mettez à sanctionner des pays ou des régimes militaires sans mettre en place un pont pour discuter. Parce qu'il faut discuter, accompagner, et c'est ce que l'Union africaine essaie de faire un peu tardivement aujourd'hui. C'est ce que la CEDEAO aurait dû faire, parce que même dans le cas nigérien, ce n'est pas parce qu'elle a eu des résultats au Burkina et au Mali, où on peut dire qu'on a eu des résultats et on peut le faire. Donc tous ces coups d'État arrivent au même moment. En même temps aussi, il faut dire que c'est une situation assez unique au niveau de la CEDEAO, d'avoir à gérer autant de coups d'État sur une période assez courte de 2-3 ans. Et on comprend quand même, contrairement à bon enfant qui ne comprend pas pourquoi on met la pression sur le Niger, on comprend qu'il faut mettre plus de pression sur le Niger avec l'espoir d'arrêter que les coups d'État ne continuent dans les autres pays. C'est pour ça que la CEDEAO met la pression. Mais aujourd'hui, ces militaires qui viennent au pouvoir ont d'autres agendas, ils mettent en avant d'autres préoccupations qui sont généralement sécuritaires. Et moi, je ne vois pas ces militaires en train de se mettre sous le calendrier de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Ils se disent, on vient récupérer l'intégrité territoriale d'abord, avant toute autre chose. Ils mettent la sécurité au-dessus de la démocratie, au-dessus des libertés, au-dessus d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, ça va être très difficile. Maintenant, je crois qu'il faut penser aussi à accompagner militairement sur le plan sécuritaire aussi ces pays-là, parce que le reproche que ces pays font, c'est que depuis qu'il y a le terrorisme dans notre pays, la CEDEAO n'a jamais envoyé de militaires pour nous aider à combattre ces djihadistes. Mais voilà qu'elle est prête à envoyer des militaires pour établir un président. C'est vrai qu'il faut se battre pour la démocratie, mais il faut aussi se battre pour la sécurité et la paix. Et donc l'initiative de Lomé est à saluer. Au-delà des questions purement démocratiques, il faut penser à la paix, à la sécurité. Et les militaires sont un acteur incontournable dans la recherche de cette paix et de la sécurité. Donc il faut pouvoir travailler avec eux et espérer que très rapidement, ils consentent à ouvrir des transitions qui vont permettre à ce que des autorités civiles arrivent au pouvoir. Alors, Louis Kamako, un camouflet pour la CEDEAO avec cette décision de l'Union africaine d'accompagner le Niger à amorcer une transition vers la fin du régime militaire au Niger, en nommant précisément un représentant de haut niveau auprès du Niger, mais qui aussi va travailler de concert avec la CEDEAO. Oui, ça c'est un camouflet. Je crois que les uns les autres l'ont dit parce que... Au Germain, non. Ah bon, de toutes les manières, il a dit de façon biaisée, parce que quand il parle d'une décision qui vient des États-Unis et qui a été soutenue par l'Union africaine, je pense que c'est presque la même chose. Parce que la CEDEAO, et au début, était dans les nuages, la CEDEAO voulait intervenir militairement. Maintenant, aujourd'hui, je crois que tout récemment, vous l'avez débattu ici, on en est où finalement avec cette option militaire? On n'en sait plus. Donc c'est déjà l'option militaire est mise en veilleuse. Et donc ça veut dire que c'est un échec, c'est un fiasco pour la CEDEAO. Et la CEDEAO nous a prouvé sur la crise nigérienne qu'elle est incapable justement de régler les crises politiques. Donc maintenant, si vous prenez le sujet comme tel, je pense que quand vous prenez ce que dit l'Union africaine, elle ne fait que montrer sa cohérence en fait, dans la gestion de cette crise-là. Parce que depuis au début de cette crise-là, l'Union africaine a toujours parlé de la sorte, que le pouvoir soit restitué aux civils. Je pense que les militaires qui sont là, ou bien le CNSP aussi est dans la même logique, parce que nulle part ils n'ont dit qu'ils vont perdurer au pouvoir. Ils savent qu'ils conduisent en fait un gouvernement de transition et que à l'arrivée, ils vont organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Mais permettez que je vous dise que ça pourra prendre autant de temps. Et parce que quand vous voyez l'état dans lequel le Niger est actuellement, l'état dans lequel Mohamed Issifou et son successeur Mohamed Bazoum ont laissé le Niger se déplorer. Donc aujourd'hui, il y a tellement eu d'incohérences, il y a tellement eu d'irrégularités, de dysfonctionnement dans la gouvernance que les militaires veulent justement corriger le tir avant de remettre le pouvoir à qui de droit pour que le Niger prenne véritablement son envol. Et quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que l'Union africaine jusque-là s'est montrée plus ou moins clémente
face au Niger. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les gouvernements ou bien les nouvelles autorités nigérianes regardent encore des pays, des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine et tout. Parce qu'eux, ils ont déjà formalisé une alliance avec le Mali et le Burkina Faso. Ces pays-là suivent la même, en fait, ils ont leur modèle de fonctionnement, ils ont leur modèle de développement, ils savent à quoi s'en tenir désormais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vrai ce que dit l'Union africaine, et que comme je l'ai dit, comme je le disais tout à l'heure, les nouvelles autorités ne refutent pas l'idée, en fait, d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais sauf que ils ne sont pas, ou bien elles ne sont pas en mesure de vous donner aujourd'hui un calendrier concret. Parce qu'il y a À quoi cela est-il dû? C'est parce que ce qu'ils ont hérité, c'est une patate chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la gouvernance nigérienne. Il faut corriger les choses, en fait, avant de remettre le pouvoir à qui de toi. Moi, je ne parlerai même pas d'intégrité territoriale, je ne parlerai pas de la souveraineté nationale, mais il faut que le pays soit assis économiquement et socialement d'abord, parce qu'il n'y a que les militaires qui peuvent le faire. Aujourd'hui, on est en train de critiquer leur gouvernance, mais je pense que quand ils sont au pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer sous les cieux. Vous voyez ce qui se passe en Guinée avec Doumbouya, qui essaie justement de redresser tout le monde. C'est aussi ça, parce que les militaires, c'est la discipline. Quand vous voulez vous développer, quand vous voulez avoir quand vous voulez aller de l'avant, il faut de la discipline. Rien ne s'opère dans l'indiscipline. Donc je pense qu'ils sont là pour mettre de l'ordre d'abord dans la maison avant de parler de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que je sais et qu'ils sont conscients que leur place est justement dans la Kaizen. Et surtout que quand vous êtes dans un pays au Niger où le terrorisme fait ravage, Tiani et ses éléments savent que du jour au lendemain, ils doivent laisser le pouvoir et justement se retrouver sur le terrain, combattre les terroristes en fait. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.